Allez, dernière réunion de notre G3 Bourse. On s'était vu avant l'été, on l'a vu il y a de cela quelques minutes avec Nadine Trémolière. L'été a été marqué par un très joli V, mais avec des changements de tendance donc, sur les marchés financiers. On va essayer aujourd'hui de savoir ce qui se passe du côté de l'inflation, du côté de la récession, du côté des politiques monétaires des banques centrales. Ils sont là, fidèles au poste. Je commence avec notre premier invité, directeur des gestions diversifiées et épargne salariale de Crédit Mutuel Asset Management, Jean-Louis Delay. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec nous également le responsable Cross Asset de Carmignac Gestion, Frédéric Leroux. Frédéric, bonjour. Bonjour. Et avec nous enfin Éric Bertrand, directeur général délégué en charge de gestion chez Ophi Asset Management. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Allez, je dis on va pas refaire l'été, même si on va regarder différents éléments. Je voudrais qu'on essaie de se projeter, puisque je suis avec vous Éric. Je vais commencer avec vous. Quel est pour vous le principal driver pour les marchés financiers dans les mois qui viennent ? Pour être provocant, j'ai envie de dire le bulletin météo de l'hiver. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est dans une forme d'incertitude entre l'inflation héritée de la crise de l'énergie, combien de temps elle va durer, derrière la réponse des banques centrales et donc le resserrement monétaire qui va être associé pour lutter contre cette inflation, et donc l'impact qu'on va avoir sur la croissance en termes de force de la récession due à ce resserrement. Du coup, la question revient dans la prévisibilité beaucoup sur la consommation énergétique et comment cette crise va se résoudre. On sent bien, sans être un spécialiste absolu, que cette crise énergétique va être fonction du besoin énergétique. On a vu l'OPEP qui a commencé par réduire un petit peu sa production aujourd'hui pour simplifier tout. Aujourd'hui, compte tenu des taux de remplissage dont on nous parle beaucoup depuis quelques semaines, des réapprovisionnements divers et variés des pays européens, eh bien, la dureté de l'hiver et donc le besoin d'appel à l'énergie pour avoir plus ou moins de coupes sera assez important, je dirais, dans la volatilité qu'on va avoir sur les marchés. Donc ça sera un indicateur qui va sûrement nous animer dans les mois qui viennent. Alors j'entends, Éric, j'entends le message. Vous savez qu'on essaie toujours de faire de l'information et d'aller au bout du service. Les prévisions météo, je vous les donne. Alors, je vois que ça sourit sur le plateau. Très sérieusement, en fait, quand vous m'avez dit ça en préparant l'émission, j'ai contacté Météo France. Donc Météo France qui m'a indiqué qu'il y avait des informations publiques. Il y a des clients qui achètent des prévisions météorologiques à moyen long terme, mais il y a des informations publiques. Il y a un bulletin qui est publié tous les mois sur les prévisions pour la France et pour l'Europe. C'est pas pour donner la température au jour le jour, c'est pour donner des tendances. On regarde tout de suite en image les résultats pour les 3 prochains mois. C'est donc septembre, octobre, novembre. Probabilité qu'il fasse plus chaud que les normales de saison, 50%. Probabilité qu'on soit conforme aux normales de saison, 30%. Probabilité qu'on soit plus froid, 20%. Donc on couvre jusqu'au mois de novembre. Je précise que c'est de la probabilité. Ça veut donc dire que l'hypothèse la moins probable peut malgré tout se produire. Juste quand on regarde comme ça, on voit d'un point de vue météorologique qu'on a des scénarios avec des probabilités. Quand on construit un portefeuille, on fait pareil aussi. On a des scénarios, on fait des probabilités, on construit des portefeuilles comme ça, Frédéric. Absolument, c'est la base du début de la construction d'un portefeuille. Idem chez vous ? Pareil, exactement. Scénario central avec une probabilité forte et puis un plan B quand même qui reste qui est aussi possible et sur lequel on peut switcher éventuellement. Ok, alors on voit donc que la probabilité c'est donc plutôt un hiver plus chaud donc pour l'instant, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle. Frédéric Leroux, je voudrais vous faire réagir au propos d'Éric qui nous dit dans son raisonnement le prix de l'énergie, ça va avoir un impact sur l'inflation. L'inflation, ça va avoir un impact sur la politique des banques centrales. Est-ce que ça a du sens de lutter contre l'inflation avec des hausses de taux si on a une inflation énergétique ? C'est une question qui est extrêmement compliquée. Si l'inflation n'est que énergétique, c'est compliqué. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, et qui facilite un petit peu la décision des banques centrales, c'est que, en tout cas dans le monde, en tout cas aux États-Unis, le poids de l'inflation énergétique, finalement, devient un petit pas secondaire, mais juste est une composante par rapport à une inflation qui se généralise, notamment avec des salaires, une boucle salaire-prix qui commence à se faire jour. On a des augmentations de salaires qui sont les mesures les plus réelles qu'on a là-bas, c'est 7% quand même. En Europe, on n'est pas encore là, on va être en retard là-dessus, mais on imagine bien qu'une fois que le rattrapage des prix par les salaires va commencer,
on sent déjà venir un petit peu d'énergie pour défendre la position du salaire réel. Hein. Donc, il est certain que lutter contre la hausse des prix de l'inflation, des prix de l'énergie, ça a un sens. Mais la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que cette hausse des prix a un effet surtout sur l'offre, plutôt que sur la demande. Et gérer une inflation par l'offre, c'est extrêmement compliqué pour une politique monétaire. On est dans un nouvel environnement et on réapprend tous à gérer cet environnement par rapport à tout ce qu'on a connu depuis 40 ans. Ok. De quoi il faut avoir le plus peur? Est-ce qu'il faut avoir le plus peur de l'inflation? Est-ce qu'il faut avoir le plus peur de l'étape qu'évoquait tout à l'heure Éric Bertrand, la récession? On vous a posé la question, comme on le fait maintenant, avant chaque émission, pour un peu avoir votre sentiment. Le sentiment des CGP aujourd'hui, c'est que le risque le plus probable, c'est la récession économique, à 56% contre 52% au mois de juin, alors que pour l'inflation, on est à 32% contre 39% au mois de juin. Jean-Louis Delay, de quoi il faut avoir le plus peur? De l'inflation ou de la récession? Alors, les deux sont préoccupantes, mais je dirais pour compléter un peu le propos de Frédéric, ce qui me semble que la Fed va beaucoup monitorer, c'est effectivement les créations d'emplois aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 6 millions de chômeurs environ encore aux États-Unis. On a beaucoup plus d'offres d'emploi que ça disponibles. Et effectivement, on a quand même des rythmes de création. On a vu 315 000 créations d'emplois encore qui sont arrivées. C'est un rythme encore assez soutenu. Il faudrait idéalement que ça tombe vers 150 000, en dessous de 100 000 peut-être, pour que la Fed mène une politique monétaire moins agressive. Donc ça, je pense que la Fed va, outre les chiffres d'inflation, hein, il y a un chiffre important le 13 septembre qui doit tomber, mais les créations d'emplois vont être aussi au cœur de la lecture de l'économie américaine par la Fed. Donc ça, c'est important. Et donc, aujourd'hui, on a des hausses de salaire effectivement toujours significatives, toujours importantes, mais on va voir la prochaine réunion de la Fed. Il est probable quand même qu'on ait une hausse encore très forte de 75 points de base à ce moment-là. Comme grâce à Eric, on a commencé en regardant la météo. Je voudrais justement qu'on essaie un peu de sortir des réflexions purement financières. Frédéric nous parlait tout à l'heure des augmentations potentielles de salaire. Vous évoquiez la position de la Fed avec les créations d'emplois. Est-ce qu'on est véritablement dans le même schéma que dans les années 70, où finalement, parce qu'il y avait de l'inflation, il y avait des gens qui étaient au boulot et qui levaient le doigt en disant moi, je veux une augmentation parce que il faut que je boucle mes fins de mois. Ou est-ce que finalement, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose d'autre qui est en train de changer, c'est-à-dire la relation de l'individu au travail, qui fait que y a toute une partie de la population qui n'a pas envie d'y aller pour le montant qu'on lui propose. Éric Bertrand. Vaste question. Ce qui est certain... Oui, mais vaste question, mais assez structurelle, parce que quelque part, ça nous amène à nous poser la question de savoir si on est sur un phénomène de second tour ponctuel ou si on est sur une tendance plus durable. Alors, il y a ces effets-là. Très clairement, le Covid a fait muter une situation qui était déjà un peu déséquilibrée, avec, je dirais, un rapport au travail où on fait des études, on rentre dans une entreprise, on fait toute sa carrière dedans. Avec le chômage de masse en Europe, le contrat social a été rompu. Je dirais que le Covid précipite un peu ces effets-là, avec beaucoup de gens qui prennent du recul par rapport à cette situation. Et ce qui fait que la masse disponible salariale qui peut travailler c'est réduit de facto pour des raisons culturelles. On le voit bien aux États-Unis où, jusqu'au dernier chiffre, il y avait un problème de retour à l'emploi de tout un tas de gens qui s'étaient mis en retrait. Alors la demi-bonne nouvelle, c'est que visiblement, il y a des gens qui reviennent sur le marché de l'emploi, qui ressortent, je dirais, de leur retraite que le Covid avait provoqué. Mais très clairement, le rapport au travail a changé, et ça, dans toutes les abacs des banquiers centraux, c'est pas forcément une évidence. Quand on regarde je dirais la capacité de travail au global d'une population, les gens en âge de travailler, ceux qui cherchent un travail, avec les taux de chômage, etc., je pense qu'il y a des mutations qui sont à l'œuvre et qui aujourd'hui ne sont pas encore forcément évidentes à mesurer, qui peuvent peser assez longtemps dans le schéma. Le point qui est important, c'est que tout ça, ça marche aussi parce que énormément d'argent a été distribué durant le Covid. Il y a eu un surcroît d'épargne, pas toujours heureusement investi, et on le voit dans les taux d'épargne aux États-Unis, on l'avait évoqué en juin à surveiller, on a vidé une grande partie de la poche de surépargne accumulée pendant le Covid. Donc maintenant, soit on tape dans l'épargne, un peu plus, mais il faut avoir confiance dans l'avenir, soit on retourne bosser.
Jean-Louis Delay, en rebondissant sur la question que je disais, mais c'est important cette question parce que ça permet de voir si l'inflation elle est ponctuelle ou si elle devient structurelle. Vous, votre sentiment, on voit que les banquiers centraux disaient bon c'est ponctuel, là maintenant ils disent ça va être durable mais on finira vite par normaliser. Vous êtes en train de vous dire on a une normalisation dans les 3-4 ans ou vous vous dites que le phénomène peut être plus durable ? Sur l'inflation. Sur l'inflation. Sur l'inflation. Alors, nous, on voit plutôt déjà une récession technique en fin d'année aux États-Unis, en Europe. Donc, deux trimestres de croissance, dernier trimestre et premier trimestre 2023. Après, sur la normalisation de l'inflation, la cible de 2%, très clairement, ce n'est pas pour l'année prochaine. Ça va durer. Les plus optimistes parlent du deuxième semestre 2024. Bon, ça reste on est déjà assez loin. Mais ce qui est quand même probable, c'est qu'on va avoir, comme je l'avais déjà dit il y a quelques mois, on va quand même avoir un effet de base favorable pour nous, puisque, si vous vous rappelez, le prix des matières premières industrielles, agricoles, énergétiques avait explosé suite à la guerre, au début de la guerre en Ukraine, donc c'est-à-dire février-mars. Bon. Donc on va avoir mécaniquement, quand on sera en mars 2023, un effet de base favorable de ce côté-là. Donc logiquement, on doit quand même avoir une inflation qui reste toujours forte, élevée en 2023, mais qui ne sera plus forcément sur des niveaux de 9%, 8,5%, comme aujourd'hui aux États-Unis. Frédéric Leroux, inflation ponctuelle ou durable ? Oui, inflation durable, comme on se l'est toujours dit entre nous. Si on revient un petit peu sur le marché du travail, sur l'envie de travailler ou pas, il y a eu aux États-Unis ce qu'on appelle un excess savings qui a consisté en un excès de 12% de PIB. Il a à peine commencé à se résorber. Le taux d'épargne, lui, baisse, mais l'excess savings est toujours à 11% du PIB. Donc on n'a pas roulé les noisettes. Non, absolument pas. Et l'effet richesse lié notamment à l'appréciation de l'immobilier au fil des années précédentes est considérable aussi. 100% de PIB, un PIB. Donc là, le travailleur potentiel est toujours dans une situation de négociation très forte. Ensuite, il y a ce rapport au travail dont on parlait, qui est important, qui est probablement une évolution structurelle, une différence entre les générations nouvelles et la vieille génération du baby-boom, attachée à son entreprise, à la valeur travail, etc. Tout ça est en train de changer, en même temps que change la démographie, la moindre propension à épargner, un commerce mondial qui, avec 50% du PIB, semble avoir atteint son sommet et est plutôt en train de baisser, moins d'efficacité donc économique, moins de gains sur les coûts de production. Donc tout ça sont des facteurs inflationnistes longs, qu'à mon avis, on ne peut pas traiter par quelques hausses de taux à court terme. Je veux dire, on a en face de nous des évolutions structurelles qui, je ne vais pas dire garantissent, mais nous laissent entrevoir la possibilité d'une inflation longue. Si on pense, par exemple, j'aime bien se faire ce parallèle, même si d'autres font d'autres parallèles, mais j'aime bien comparer la situation actuelle avec le début de la période d'inflation de 1965-1980. Elle s'est arrêtée, cette inflation, en 80, certes, parce que Volcker, président de la Fed, était courageux, a continué de monter les taux jusqu'à 20%, alors que l'inflation baissait déjà depuis un an. Mais cette inflation a pu s'arrêter parce que Ronald Reagan, au même moment, licenciait 11 000 fonctionnaires en déclarant leur grève illégale, une grève visant à augmenter les salaires et à travailler moins. Bon, Reagan est arrivé, il a été élu parce que les gens voulaient quelqu'un qui avait de la poigne. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de politiciens capables de traiter la question de l'inflation en accompagnement de ce que feront les banques centrales pour l'arrêter ? En tout cas, c'est pas le sentiment que donnent les politiques aujourd'hui, qui ont plutôt tendance à faire des chèques. Alors, puisqu'on parle de Volcker, on va rentrer dans les politiques des banques centrales. On a eu le discours de Jackson Hole, on aura cette semaine la réunion de la BCE. On s'est amusé à poser la question, et je vais vous la poser, mais on l'a posé la question au CGP, de la lisibilité des politiques de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale américaine. Il y a une note sur 5. On constate quoi ? On constate que Jérôme Powell est à 3 sur 5, donc légèrement au-dessus de la moyenne, et Christine Lagarde pour la BCE est à 2,41 sur 5, donc un peu en dessous de la moyenne. Éric Bertrand, est-ce que, pour vous, le discours, il n'a pas été très long, ça a duré une petite dizaine de minutes, de Powell à Jackson Hole, est un tournant ou pas ? Moi, je trouve qu'on est revenu aux fondamentaux des banques centrales. Il l'a rappelé un peu brutalement, et surtout, compte tenu de ce qui s'est passé pendant l'été, où en fait les taux américains, après avoir anticipé ce que Powell racontait,
ont commencé à rebester en se disant en 2023 ça va ralentir et Powell va se coucher devant la croissance, concrètement. Et il y a eu jusqu'à 3 baisses des taux, je crois, anticipées dans la courbe américaine. Là aujourd'hui, Powell, dans son discours, dit assez clairement je monterai les taux, quitte à ce que ce soit douloureux pour le consommateur et les entreprises. Donc le message est clair, il veut vraiment taper sur l'inflation. Alors il peut d'autant plus être vocal qu'il a encore de la croissance, qu'il a largement la place de faire ralentir son économie. On parlait d'emploi et de taux de chômage. On est sur des niveaux incroyablement bas. Il y a encore beaucoup de création d'emplois, c'était évoqué. Il a largement la place d'avoir ce discours et de continuer de le tenir. Donc, moi, je trouve que le discours est clair. Il doit être d'autant plus clair qu'ils ont eu du retard à l'allumage. Ils n'ont pas vu la sortie du Covid aussi puissante et ils ont été trop prudents. Jean-Louis nous disait, récession technique vraisemblablement pour les États-Unis avec 2 trimestres entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Vous venez de me dire qu'il menait cette politique parce qu'il considérait qu'il avait de la marge de manœuvre. Ça veut dire que vous pensez que les États-Unis tomberont en récession ? Non, moi, je partage le point qu'on va sûrement avoir. Alors, il y a en plus des effets de base dans le sujet, une récession technique. Par contre, la surprise, elle sera sans doute peut-être un peu plus de croissance, un peu plus de conso, un peu plus d'inflation que prévu. Si je dois mettre par rapport au scénario central, mais effectivement, 2 trimestres autour, un peu en dessous de 0, c'est plutôt notre scénario central. Jean-Louis, est-ce que par rapport à ça, on n'est pas en train de toucher quand même du doigt le sujet de la crédibilité? On va être honnête, on a eu plein de crises. On a eu des crises Enron, les entreprises, on a eu des crises avec des États qui ne payaient pas, on a eu des crises avec des banques qui étaient en difficulté, on a eu tout un tas de crises. Et puis il y avait toujours un truc, il y avait une sorte à l'autre sur de lui en disant mais ça c'est le truc formidable, c'est la banque centrale. Donc les banquiers centraux étaient devenus les sauveurs de la planète. Est-ce que là, on n'est pas en train de toucher les limites de ce discours et est-ce qu'on n'est pas en train de véritablement tester la crédibilité des banques centrales ? La crédibilité des banques centrales, elle est souvent testée. Alors là, c'est vrai que, comme c'était souligné par Eric, il y a eu un peu de retard à l'allumage et pas forcément une bonne lecture de ce qui se passait et du fort rebond de la croissance post-Covid. Il aurait fallu clairement resserrer la politique monétaire beaucoup plus tôt parce que plus tard vous le faites, plus vous êtes obligé d'appuyer fort sur la pédale. Plus vous êtes obligé d'aller brutalement, c'est comme une voiture. Plus vous accélérez, plus vous devez appuyer brutalement sur la pédale pour ralentir la croissance et surtout l'inflation. Alors là, je pense que quand même, ils prennent quand même le sujet bien en main, puisqu'on est maintenant sur des hausses de taux avec des 75 points de base, à coût de 75 points de base, avec un discours quand même qui l'accompagne. Et puis sur les États-Unis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on le voit déjà sur l'immobilier, puisque vous voyez que les taux hypothécaires, on en avait déjà parlé aussi, maintenant on est au-dessus de 5,80 sur des taux hypothécaires à 30 ans, donc ça décourage quand même les bonnes volontés. On voit des ventes de logements anciens et existants qui commencent à décliner. On voit des prix aussi qui se stabilisent, voire commencent aussi à décliner. Donc ça va quand même dans le sens du ralentissement. Après, c'est vrai que l'industrie américaine se porte toujours bien. L'industrie et les services, parce que ce qui est intéressant quand même pour l'industrie américaine, c'est que les prix de l'énergie là-bas sont plus élevés, mais sont beaucoup moins élevés qu'en Europe. Donc c'est vrai que l'outil industriel américain tourne plutôt bien. Les services fonctionnent toujours bien, donc l'économie américaine est encore assez dynamique. Petit tour, c'est le petit jeu des pronostics un peu idiot, mais ça permet de lancer le débat. Jeudi, la BCE, vous dites quoi, 0,5 ou 0,75, Jean-Louis ? Moi, plutôt 0,75, parce qu'il faut rattraper le temps perdu. Et les PMI sont aujourd'hui, on est déjà passé en dessous de 50 depuis 2 mois sur la zone euro, PMI industriel. Et donc, il ne faut pas attendre qu'on aille à 45 ou 43 sur les PMI pour resserrer les taux, parce que ça sera trop tard. Donc là, il faut y aller. Frédéric, Oui. 0,75 ? Oui. Eric ? À 0,75, la fenêtre n'est pas large, ils vont essayer d'aller vite et fort. C'est pas quand il y aura l'hiver, peut-être par RUG et des coupures d'électricité qu'on dira la banque centrale appuie sur moi je veux bien ça fait mal. Moi je veux bien 0,75, mais pour reprendre ce que disait Jean-Louis, quand on a déjà des PMI qui sont passés en stade de quasi ralentissement et de récession, est-ce qu'on n'est pas, totalement à contre-courant? Et Frédéric, est-ce que finalement cette hausse des taux de la Banque centrale, sa fonction c'est quoi? C'est ralentir l'inflation qui chez nous est principalement liée aujourd'hui à l'énergie. Je vais vous attaquer sur un sujet. La dernière fois sur le plateau, vous nous aviez dit, je vous donne dans les éléments effondrement de l'euro face au dollar,
Donc on voit qu'il est en train de sérieusement déraper. Est-ce qu'on fait 0,75 pour essayer de tenir l'euro et essayer d'éviter d'avoir de l'inflation importée? La situation de la BCE est beaucoup plus compliquée encore que celle de la Fed, parce qu'il y a effectivement le risque ou l'arrivée de la récession à prendre en compte, la nécessité de juguler cette inflation, quand même, dans certains pays, est quasiment 10%. Bon, il n'y a pas que de l'énergie, hein, donc il y a une justification à essayer de ralentir ça. En même temps, il y a toujours le risque de la dislocation intra-européenne qu'il faut avoir en tête, et il y a le cours, effectivement, de l'euro-dollar. Bon. Si on laisse le dollar s'apprécier comme il le fait, sachant que c'est maintenant en dollars complètement qu'on achète nos matières premières, notamment notre énergie, on fait plus d'inflation. Donc à la limite, augmenter les taux fortement pour réduire la baisse de l'euro, c'est quand même une façon de réduire l'inflation, sachant que maintenant, on a en même temps la hausse des cours de l'énergie et la hausse des cours de la devise dans laquelle on paye cette énergie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça va très vite. La situation est hyper compliquée. Le dollar, lutter contre son appréciation, ça va être compliqué aussi, parce que aujourd'hui, avant notre gaz russe, on l'achetait en euros. Maintenant, notre gaz naturel, notre gaz liquide, on l'achète en dollars. Donc, il y a plein de dollars à recycler. Et donc, les exportateurs, donc les États-Unis, bien entendu, l'Australie, le Qatar, doivent acheter du dollar. Parce qu'ils ont maintenant des nouveaux clients qui payent en dollars. Et on a besoin de moins d'euros parce qu'on n'achète plus rien, enfin moins de choses aux Russes. Donc tout ça va dans le sens d'un dollar qui s'apprécie et contre lequel il faut lutter, parce que sinon on continue à avoir une facture énergétique qui augmente. C'est très compliqué. Ce qui est intéressant aussi, alors ça c'est qu'on a énormément d'achats en dollars qui poussent le dollar à la hausse. Donc on se dit, bah tiens, ça devrait faire baisser les obligations américaines, puisque les réserves en dollars de ceux qui vendent en dollars doivent s'investir en treasuries. Et ce n'est pas le cas. Les taux continuent de monter malgré la hausse du dollar, parce que les Américains ont montré ce qu'ils faisaient aux Russes en disant, bon voilà, on vous ferme vos comptes, etc. Donc l'ensemble des vendeurs de gaz se disent, oulala, si les Américains me font ça, parce que voilà, je permets finalement aux Russes de faire le boulot, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne veux pas de l'argent qui soit maintenu en treasuries en dollars. Et donc, on peut avoir à la fois la hausse des taux à long terme et la hausse du dollar. Ok. Vous maintenez le fait que le dollar va continuer sa progression? Oui. Pour cette raison-là, ça paraît assez clair. Entre autres, sachant qu'en plus, les Américains, comme le disait Eric, ont un potentiel de hausse de taux plus important que chez nous, compte tenu d'une croissance qui va s'avérer beaucoup plus rémanente qu'anticipée, parce que le consommateur a plein d'argent. Et on le voit, le consommateur est là. Et donc, ne pariez jamais contre le consommateur américain. Et là, c'est plus vrai que jamais. Eric ? 20 ans d'expérience, jamais parié contre le consommateur américain. Ok, question. On a parlé de relations au travail, on a parlé d'évolution du change, on a parlé des politiques monétaires, etc. On a posé la question, notamment suite aux universités d'été de l'asset management, où je crois que c'est Pascal Blanquet qui avait abordé un changement de régime dans l'univers économique et financier. Donc on a posé la question au CGP qui a 50 et quelques pourcents, je ne vous donnerai pas le chiffre détaillé, il est trop petit sans mes lunettes pour vous le dire, mais en tout cas c'est la plus grosse partie du camembert, ça je le vois très clairement, qui à 50% nous disent oui, en revanche il y a environ 40% qui disent quand même non, donc on sent quelque chose très partagé. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans vos réflexions, vous vous dites, vu ce qui est en train de passer, il faut qu'on utilise la boussole de ce que l'on a connu les 20 dernières années comme étant un référentiel, ou est-ce que vous dites non, désormais c'est tout à fait autre chose, donc il faut qu'on change de grille de lecture et de repère? Éric Bertrand. Je partage l'avis de Frédéric. On a eu un changement de régime. L'inflation qui avait disparu depuis longtemps est de retour. Elle est ressortie du tube de dentifrice. C'est pas qu'une inflation en matière première. Et on commence à avoir une boucle prix-salaire. Et là, on a un changement de régime, de fonctionnement des marchés, parce qu'on était habitué à ne plus prendre en compte cette inflation. La réaction des banques centrales revient à ce à quoi elles fonctionnent, c'est-à-dire que notre premier mandat,
surtout en Europe, un peu à la différence des US, c'est l'inflation, ce sera contre la croissance. Là, on a un changement, la fonction de réaction de la Banque centrale reste la même, par contre, l'univers auquel elle s'applique a changé. Le point qui est important, c'est que je pense que les banques centrales, dans les 40 dernières années, avaient une deuxième fonction qui était celle de pompier salvateur dès qu'il se passait quelque chose. Pour l'instant, on a des sujets de croissance et d'inflation, et donc les banquiers centraux réagissent comme tels. Si on avait des sujets de stabilité financière, ce qu'aujourd'hui, pour moi, on n'a pas, je pense qu'elle reprendrait cette casquette de pompier, compte tenu des impacts qui pourraient avoir lieu si maintenant ça arrivait dans ce type de situation. Jean-Louis, c'est le grand retour de la Bouba ? Il faut voir ça comme ça. Non, mais c'est vrai que le retour de la stabilité des prix, enfin, les banques centrales disent clairement la priorité numéro 1, c'est la lutte contre l'inflation, c'est plus de soutenir la croissance, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et effectivement, on a des marchés qui sont devenus beaucoup plus volatiles. Quand on parle de changement de régime, la volatilité sur les marchés de taux cette année, avant, on avait des taux qui étaient bas et faiblement volatiles pendant plusieurs années. Et là, on a retrouvé des marchés obligataires qui sont volatiles. On peut prendre 10 centimes sur les taux longs dans une journée facilement aujourd'hui. La volatilité est de retour sur les marchés de taux. Il va falloir qu'on s'y habitue. Ah oui. L'inflation, en fait, permet la volatilité du cycle économique, compte tenu de ce qu'elle impose aux banquiers centraux dans leurs actions. Et donc cette volatilité du cycle se traduit complètement sur l'ensemble des marchés. Et c'est vrai que les mouvements sur les taux cette année, c'est considérable. Mais on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Ouais. Frédéric, est-ce qu'on se dit, parce qu'on voit bien les anticipations de marché, on dit mais ça va monter, mais après dès qu'il y aura un petit pet, ils vont rebaisser, etc. Vous y croyez ou pas ? J'y crois pas parce que je pense qu'il y a trop de raisons structurelles à une inflation durable. Et des raisons structurelles comme la démographie, vous ne la traitez pas par une hausse des taux courts une fois pour toutes. Donc la question du pic d'inflation, c'est une question idiote ? Un peu. Oui, parce que c'est des pics successifs auxquels faut se préparer, et non pas un pic. Les marchés ont vraiment le sentiment qu'il y a un pic très, très, très marqué, qu'on va revenir vers 3 à 2,5 aux États-Unis, 3 dans 9 mois, 2,5 dans 1 an et demi, et qu'après c'est fini. Et j'y crois pas du tout. Ce qui a permis la baisse de l'inflation pendant 40 ans, c'est une démographie épargnante, c'est une main-d'œuvre pas chère, grâce à une démographie chinoise aussi qui forçait les autorités à embaucher des jeunes à presque rien en salaire et donc à pouvoir exporter pas cher dans le monde entier. Ça, c'est fini. C'est un nouveau monde, c'est structurel, ça se traite pas par des hausses de taux courts. Donc il faut s'habituer à un schéma inflationniste qui va suivre le cycle économique, qui va s'amplifier du fait de l'inflation. Et il y aura des moments où il faudra être très très défensif, comme en ce moment, parce que les taux sont encore en train de monter, etc. À un moment donné, on va pouvoir anticiper vraiment un reflux d'inflation. Là, on va racheter des valeurs de croissance, on va acheter des obligations, on va acheter de la maturité, de la duration. Mais plus vite que les autres, il faudra réanticiper le début d'une deuxième hausse. Alors ça m'amène une question à laquelle vous allez tous répondre très rapidement dans vos process de travail. On a posé la question de savoir, vis-à-vis du patrimoine des clients, quelle était l'attitude des CGP. On constate que finalement, il y a un pourcentage qui est à ne faire aucun arbitrage en se disant manque de visibilité, c'est très volatile, donc on ne bouge pas. Et puis on constate en revanche, on a constaté par rapport au mois de précédent qu'il y avait beaucoup plus de gens qui faisaient moins d'arbitrage. Justement, à cause de ça, vous aujourd'hui, dans ces environnements, dans vos gestions, vous vous dites qu'il faut faire quoi ? Il faut être ultra flexible en se disant, dès qu'il y a une petite risée quelque part, il faut tenter d'y aller. Ou vous vous dites, oh là là, ça va tellement vite, ça va tellement dans tous les sens que gardons plutôt des positions longues et évitons les portes de saloon parce qu'elles peuvent parfois le faire très mal. Jean-Louis ? Moi, je pense qu'il faut surtout arriver à trouver des actifs qui sont décorrélés des marchés d'actions et de taux qui sont devenus plus volatiles. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, d'une part, le dollar, par exemple. Mais avant qu'on rentre ça, juste, on va rentrer dans le détail des classes d'actifs. Est-ce que l'on acte la corrélation forte désormais des taux et des actions ? On a vu le mois d'août, les taux remontent, les actions baissent simultanément. Est-ce qu'il n'y a plus de pouvoir de décorrélation entre les taux et les actions quand on construit un portefeuille diversifié ? C'est typiquement la résultante de l'inflation. L'inflation va recorréler les actifs. Voilà. Il y a deux questions. Il y a soit les décorrélés, c'est qu'ils fonctionnent en prix de façon indépendante, et il y a anti-corrélé. Donc c'est zéro, corrélation égale à zéro, voilà. Quand on est indépendant. Voilà. Ou alors c'est qu'au contraire, est-ce que mon portefeuille obligataire va me protéger de mon risque pris sur les actions ? Et là, rien n'est moins sûr, on l'a vu, on peut être perdant sur les deux tableaux. Donc d'où l'importance de trouver des actifs qui vont être orthogonaux en prix
à ce qu'on a en portefeuille. Alors, on va maintenant parler allocation d'actifs de manière très simple entre les classes d'actifs cash, taux et actions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez tendance à surpondérer dans les grandes familles sans encore rentrer dans le détail? Jean-Louis, les positions chez Crédit Mutuel Asset Management? Alors, nous, on est assez prudent encore sur les actions aujourd'hui. On l'est depuis mi-février, donc on est resté comme ça. Parce que ça a coûté un peu de performance cet été, mais enfin, c'est en train de se normaliser. Perf relative cet été, mais c'est en train de se normaliser. Sur les obligations, on a eu tendance à réinvestir un petit peu parce que les taux d'intérêt sur certains segments obligataires nous semblent aujourd'hui relativement attractifs. Les obligations américaines, les obligations chinoises. Enfin, je ne vais pas trop détailler, peut-être qu'on y parlera, on parlera après. Mais les obligations chinoises, en tous les cas, étaient très, très intéressantes cette année, parce que vous avez eu le yuan qui s'est apprécié. Plus donc, retour sur les taux. Retour sur les taux et un peu plus de cash en ce moment dans les portefeuilles. Frédéric. Donc. Alors, nous, on a beaucoup de dollars. C'est-à-dire que l'ensemble de notre gestion globale ouverte internationale est exposé au dollar à concurrence de nos investissements en actions ou en obligations en dollars, pas de couverture. Ça veut dire pour un fonds, c'est 50-60% d'exposition en dollars, ce qui est un élément très favorable cette année. Sur les actions, on a un niveau de couverture qui est important. On a 5 à 10% d'exposition en bêta. D'accord, donc ça veut dire que vous avez des titres. Vous avez des titres et ils sont couverts. Et ils sont couverts à travers des indices géographiques importants. Et sur les obligations, plutôt une maturité à peu près, une duration zéro, parce que le marché doit encore réaliser que l'inflation est plus durable que prévu. Donc les taux vont monter. Donc les taux longs à 3%, quand vous avez une inflation à 9, même si elle descend à 5 ou à 4 ou à 3, je ne vois pas les taux longs descendre à 2. Je pense qu'ils vont descendre beaucoup moins que prévu, voire converger vers l'inflation. Dès l'instant où on est dans une phase de normalisation monétaire où on revend les obligations, les banques centrales revendent des obligations qu'elles ont achetées. Donc finalement, très peu d'exposition. Beaucoup d'exposition. À l'instant T, peu d'exposition. Beaucoup d'exposition devises et peu d'exposition tendancielle, aussi bien sur les actions que sur les taux. Absolument. Sachant que sur les taux, tactiquement, ça va pouvoir changer. Dès l'instant où on verra s'installer le premier pic et non pas le pic, on aura envie, comme tout le monde, de profiter un petit peu de la baisse des taux, bien entendu. Éric Bertrand. Il est important le point. C'est-à-dire qu'on a un momentum sur les taux qui peut être assez positif quand on va se dire en Europe, ça y est, le pire est passé. Après, ça ne va pas forcément se passer comme prévu dans la redescente. Mais là, ça peut revenir assez significativement. Nous, sur les taux, on était assez dans le creux de l'été. Là, quand on a vu cette rebaisse de taux, on était très, très négatif sur les taux d'intérêt. Là, globalement, on s'est mis à en racheter. On trouve que le mouvement de remise à plat, de réaplatissement des courbes du côté de 3,25 aux US, là, on trouve qu'on commence à être beaucoup plus neutre à l'horizon des prochains mois. Sur une séquence plus longue, je ne les garderai pas forcément. Sur les obligations, nous, on aime bien, c'est le crédit. Parce que non seulement on a remis du taux, on a remis de la marge, je dirais un peu prosaïquement, on est payé pour attendre. Moi, des signatures de qualité à 3,5 ou du haut rendement à 6,5, 7. Pour l'instant, ça me va bien. Parce que du coup, on n'a pas envie d'être très long sur les actions, où là, on est plutôt, comme on l'avait évoqué en juin, c'est la gentillesse de baisser de 10-15. On aura plutôt tendance à rentrer, parce que il y a quand même des facteurs de soutien, on le développe peut-être après, et inversement, toute accélération doit être vendue. Mais plutôt prudent et contrariant sur les mouvements. Ok, en regardant, on a posé la question au CGP sur la partie action, quels étaient les styles qu'il fallait privilégier. Alors, ils sont très courageux, les CGP, c'est-à-dire sur les styles, ils nous ont dit diversifier à 56%, petite préférence derrière pour la croissance avec 24% et la value est à 21%. En revanche, ils sont assez étonnants parce que très clairement, ils disent qu'il faut aller faire leur marché en dehors de la zone euro, puisque les deux zones géographiques qu'ils nous proposent, c'est les États-Unis et la Chine. Alors je viens vers vous, Jean-Louis, parce que vous, les portefeuilles diversifiés de Crédit Mutuel Asset Management sont plutôt focalisés sur les marchés européens. Donc en Europe, vous avez envie de faire quoi ? Alors, en fait, on a des portefeuilles aussi assez internationaux. Donc nous, on est un peu dans le même état d'esprit que les CGP, c'est-à-dire, et même plutôt un peu plus émergent. C'est à peu près c'est la zone qu'on préfère aujourd'hui. Plutôt les émergents. Les États-Unis sont sous... Quel type d'émergents ? Parce qu'en fait, on en discutait tout à l'heure avec Agnès. Aujourd'hui, on a un peu... C'est un peu des choux et des carottes, les émergents, parce qu'on a des gens qui profitent des matières premières, on a des gens qui sont très croissance, etc. Donc, non, on aime bien la Chine en ce moment. On a plutôt renforcé les positions sur la Chine pour effectivement
anticiper le redémarrage de l'économie chinoise après un deuxième trimestre qui avait été très mou, compte tenu des confinements et de la crise sanitaire. On a une politique monétaire en Chine qui est accommodante, donc avec un soutien. C'est une des rares banques centrales qui n'est pas dans le mood de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale, mais qui est en train plutôt de mener une politique monétaire accommodante. Donc c'est pour ça qu'on a des obligations chinoises en yuan, parce qu'effectivement les taux chinois sont au plus bas, les taux à 10 ans chinois sont au plus bas depuis le début de l'année à 2,62, ils viennent de 3, donc on a gagné. C'est un des marchés obligataires sur lesquels on a pu gagner sur les taux et sur le change. Donc on a aussi beaucoup de dollars, comme Frédéric. Allez, je vais vous chercher sur de vos dada que vous nous en parlez à toutes les émissions. Les valeurs de croissance. Alors les valeurs de croissance, ça reste, certaines valeurs de croissance restent intéressantes. Bon, il faut voir que ce qui se passe, ça va quand même être un accélérateur forcé de la transition énergétique. Enfin, je veux dire, on en parle, REPowerEU, le plan aux États-Unis. Donc les acteurs qui sont exposés à cette grande tendance des valeurs de croissance ont un boulevard devant eux et performent plutôt bien par rapport au marché, surperforment significativement par rapport au marché. J'étais ce midi avec un déjeuner avec un industriel européen qui fait fonctionner des hauts fourneaux et autres. Voilà. Il est assez embêté par rapport à son mix de ses sources d'énergie et il est en train de signer. Ils sont en train de monter dans leur mix énergétique les PPA avec des providers d'énergie renouvelable. Donc ça c'est quelque chose qui va continuer, qui va se développer énormément dans les années qui viennent. Donc il y a des valeurs de croissance, il y a des thématiques de croissance qui restent favorables. Maintenant aussi, il faut être assez... Les valeurs énergétiques, les pétrolières, etc., sont intéressantes en ce moment aussi parce qu'il y a des cash flows importants. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Je veux dire, tout à l'heure, Georges nous disait que maintenant, il faut demander la préférence ESG client, etc. On se dit qu'il y a de l'argent à gagner sur l'énergie, on se dit qu'il faut être propre, on fait quoi ? Il faut trouver un équilibre. Et il ne faut pas être... Voilà, quand on gère des fonds ESG, il faut se limiter sur sa pondération. Enfin, nous, c'est notre politique. C'est limiter la pondération sur ces acteurs-là. Et aussi avoir à côté... Quand vous voulez être sur le secteur de l'énergie, vous pouvez aussi avoir des sociétés qui font du biofuel, des sociétés qui développent des énergies renouvelables, etc. Frédéric, on fait quoi dans ces contradictions qu'on a nous-mêmes? Oui, l'énergie est effectivement un thème majeur dans le contexte qu'on décrit de moyen terme avec du cycle et de l'inflation. Il y a dans les vieux producteurs d'énergie fossile des producteurs qui font les choses tout à fait bien, tout à fait en ligne avec ce qui est exigé aujourd'hui par les clients et les contraintes avec lesquelles nous vivons tous, qui, à côté des développements en énergie fossile, développent aussi de l'alternative, des sociétés de services pétroliers qui ont des solutions tout à fait intéressantes aussi et qui nous permettent des investissements tout à fait sincères dans l'ancienne industrie. Moi, je pense que tous les bons acteurs dans la production d'énergie fossile sont vraiment à regarder, puisque ce que traduit cette crise de l'énergie, c'est aussi un manque d'investissement réalisé chez les producteurs d'énergie fossile depuis au moins 10 ans, au rythme de 150 milliards de dollars par an. On peut imaginer que... Est-ce que c'est parce qu'on a trop servi les actionnaires à coup de dividendes et de rachats d'actions? Parce que c'est quand même l'industrie... Non, c'est parce que ça fait déjà des années qu'on demande à l'industrie, finalement, de faire moins d'investissements et de développer la production d'énergie par d'autres biais. 150 milliards par an, à la fin, ça ne fait pas assez. Et je pense qu'un Poutine, lorsqu'il déclare sa guerre, il sait très bien que ça va avoir beaucoup d'effets dans ce cadre-là. Voilà. Donc il faut être pragmatique. On peut être tout à fait dans la dynamique ESG sur certaines belles entreprises des énergies fossiles, vraiment sincèrement, et à côté, il y a des solutions nouvelles qui doivent intégrer nos portefeuilles, bien entendu. Question toute bête, il est 57, je précise, donc on va quand même essayer on va terminer à 19h, mais je veux quand même la poser. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont, entre guillemets, profiter de la situation inflationniste pour, dans un premier temps, augmenter leurs marges? En se disant, finalement, il y a de l'inflation, pour l'instant, notre secteur n'est pas trop concerné, mais c'est l'occasion rêvée de faire passer ça aux clients. Je crois qu'en grande majorité, enfin dans ce qu'on observe, et c'est la bonne nouvelle, il y a conservation des marges malgré la hausse du prix des intrants, des matières premières ou de l'énergie, avec des carnets de commandes qui sont pleins. De là à augmenter les marges, en plus de tout ce que je viens de dire, il y a toujours des cas d'espèce, mais c'est pas aujourd'hui ce que nous on regarde forcément.
il y a déjà la conservation des marges, Vos choix avec des chiffres d'affaires qui augmentent et des prix d'approvisionnement qui augmentent, c'est déjà très bien, je trouve. Vos choix chez Ophi en termes de style et en termes de zone géographique sur la partie action? Alors, pour reprendre ce qui était évoqué, c'est vrai que la zone euro, les nuages sont quand même très noirs devant. Ceci dit, quand on regarde toutes les mauvaises nouvelles qui sont dans les cours, il y en a déjà beaucoup. Il ne faut jamais oublier que tout a un prix au bout d'un moment. Ceci dit, on continue de bien aimer, malgré ce que je dis, la zone dollar et les US. Sur la Chine, il y a un point qui est important, c'est que les investisseurs sont sortis de ce marché, c'est vraiment pas cher. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des vues de croissance, il y a une crise immobilière qu'on finit pas, tout un tas de mesures qui jusqu'à présent ne fonctionnent pas très bien pour relancer la croissance. Mi-octobre, il y a le congrès du Parti communiste. La politique zéro Covid va sûrement changer de nom. Il y aura sûrement de nouvelles mesures derrière. On va retrouver un peu de visibilité sur la Chine. Ce serait une bonne nouvelle parce qu'il va falloir retrouver un petit peu de croissance compte tenu de ce qui nous attend en Europe et aux États-Unis. Ok, donc il va falloir qu'on soit vigilant pour savoir ce qui se passe en Chine après ce congrès. La Chine est un bon diversifiant, effectivement, dans un portefeuille. Décorrélé. Tout est mauvais là-bas. La macro, enfin tout est mauvais. Une politique mixte, c'est bon. La seule bonne chose pour l'instant, effectivement, c'est une politique monétaire qui se détend enfin. C'est une exception, donc c'est diversifiant. C'est décorrélant. Le marché immobilier qui est très important à l'économie chinoise n'a pas fini de souffrir. Le Covid, la façon dont il est traité est une catastrophe économique. Ce n'est pas un jugement sur la façon dont il se traite, mais l'effet est évident, c'est une catastrophe économique. Par contre, il y a cette politique monétaire qui s'améliore. Il y a la possibilité que les ADR, les sociétés chinoises cotées aux États-Unis, puissent vraiment conserver leur statut et d'être cotées aux États-Unis, alors qu'il y a quelques mois, on disait la probabilité que ça dure est très faible. Ce qui fait que ces sociétés sont valorisées quelquefois même pas à la valeur de cash, et souvent avec des price earnings de 3 ou 4. Donc là, il y a des choses à faire qui permettent de diversifier un portefeuille. Et objectivement, le comportement des marchés financiers chinois par rapport aux Américains depuis un certain nombre d'années, c'est quand même assez décorrélé. Il y a une capacité de différenciation de performance d'une année sur l'autre qui est majeure et qui justifie vraiment une position dans les portefeuilles. Même si aujourd'hui, c'est un pari un peu risqué, il faut le reconnaître. Ok, je vois que finalement l'enthousiasme n'est pas débordant sur l'Europe et la zone euro. On regardera en tout cas jeudi les annonces de Christine Lagarde, la patronne de la BCE, suite à la réunion du comité de politique monétaire et à sa conférence de presse pour savoir si on a droit à 0,75 ou pas. Et on verra si ça fait ou pas bouger les marchés. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On a finalement fait 1 heure. Mais ces échanges étaient très éclairants sur tout ce qui est en train de bouger dans notre société. Salut à vous tous, on se retrouve le mois prochain. Ciao.